Bonjour, bienvenue dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Vous l'avez constaté, nous changeons un peu de décor puisque nous sommes dans le petit salon de notre invité du jour. Comme vous avez entendu dans l'introduction, ce matin, nous voulons parler de l'indépendance puisque nous sommes dans la fièvre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous voulons ce matin nous replonger dans l'histoire, revivre les premières heures de l'indépendance, les espoirs que l'indépendance a nourris, la désillusion après, les instabilités, la période révolutionnaire, la conférence nationale de 90 de renouveau démocratique. Mesdames et messieurs, nous voulons faire ce dimanche le tour de l'histoire du Bénin, d'où nous sommes partis, l'état des lieux et où allons-nous. C'est l'exercice que nous voulons faire ce matin avec notre invité. Il est un ancien ministre de la République, précisément ancien ministre de la fonction publique, un ancien parlementaire, donc ancien député, ancien président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'histoire politique du Bénin, il la connaît et il va nous la conter ce matin. Il s'agit de Monsieur Timothée Adalin, aujourd'hui président du bureau exécutif de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. Bonjour Monsieur Adalin. Bonjour Madame. Comment vous vous portez? Merci de nous recevoir quand même chez vous aujourd'hui. Alors, la vie du retraité, ça donne quoi? Entre-temps, nous avons appris que vous êtes également d'âge chez vous à Abomey. Alors, comment vous vivez? Je vis justement les réalités de Dar. C'est le plus important. Et j'essaie de marier, d'associer ça quand même à mes responsabilités de président de l'association des anciens parlementaires du Bénin. Pour votre âge, c'est pas un peu chargé? Le trajet Cotonou à Abomey après les responsabilités de président de l'Association nationale des anciens parlementaires, ça vous épuise pas? Non, c'est plutôt de bouger qui est bon pour moi. Ah, d'accord. Bouger, c'est bon. D'accord. Alors, vous nous accueillez aujourd'hui pour revenir sur l'histoire politique du Bénin. On a connu la proclamation de l'indépendance. Alors, monsieur le ministre, en tant que jeune homme, à l'époque, en 1958-60, que représentait pour vous l'annonce de l'indépendance dans les pays africains en général? Était-ce une fin en soi ou le début d'un processus? Au moment dont vous parlez, tout ça ne me disait rien. Donc, je n'ai pas, c'est ce que j'en pense maintenant qu'on peut voir, sinon, en ce moment, non, ce n'était pas mon problème. Vous aviez quel âge à l'époque? 1958, je suis de 1946, Ok. donc j'étais à l'école primaire, Ok. mais aucune préoccupation d'affaires publiques et autres, non, c'est les classes. C'était ça ma préoccupation. D'accord. Avec le temps qui est passé, Avec le temps qui est passé, je considère que c'est un cadeau empoisonné. c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai le sentiment maintenant que le colon a trouvé un moyen de se débarrasser sur nous de ces problèmes. Faire en sorte que nous sommes confrontés aux problèmes entre nous, beaucoup plus que entre eux. Et eux, ils peuvent tirer la ficelle sans avoir trop à se gêner. Pourtant, on a voulu cette indépendance-là, on a voulu être indépendant, on a voulu gérer de par nous-mêmes. Que le colon se débarrasse, normalement, ça devait être un ouf de soulagement, non? Non, c'est pas ouf. Disons que pour ce qui s'est passé réellement, non. Le colon ne veut pas en fait nous donner d'indépendance. Le colon veut transférer les problèmes sur nous
et rester dans l'ombre pour tirer les ficelles. C'est comme ça que je le vois. Transférer quel genre de problème sur nous? Ben, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, c'est entre nous qu'on se discute, c'est entre nous qu'on se fait des règlements de compte, etc. Et si quelqu'un leur plaît, ils soutiennent. Si quelqu'un ne leur plaît pas, alors ils s'en débarrassent. Alors ça, ce sont vos premières impressions donc sur l'indépendance. Après la proclamation, nous avons fêté les premiers anniversaires. Cela nourrissait un certain espoir et on a fait les premiers pas de notre jeune nation. Mais malheureusement, le Bénin a vite versé dans une instabilité, lui valant le triste nom que vous connaissez, l'enfant malade d'Afrique. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire quel mécanisme, quelle décision ont fait peut-être basculer le Bénin de l'optimisme de 60 vers cette succession de coups d'État et de crises politiques? Nous avons parlé de la proclamation pas de l'indépendance, c'était de la République d'abord. Puis il y a eu la proclamation de l'indépendance. L'indépendance est en 1960. Là, en 1960, j'étais déjà au collège au pied. Donc j'ai quitté Aboumé, j'étais déjà entre les mains des prêtres au collège au pied. Et là aussi, pour les prêtres, c'est nous garder loin de ces problèmes-là qui étaient pour eux ce qui était normal. Et nous aussi, bon, on nous disait, il faut surtout éviter les bruits de la ville, il vaut mieux que nous restions dans nos filaos. Et c'est ce que nous faisions tranquillement. Donc on ne se préoccupait pas de savoir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose et autres. On ne savait pas. Mais par la suite, nous avons eu quand même à enregistrer les réactions des gens de la ville, de ce qui se passait autour de nous et autres. Bon, c'est tout. Donc, finalement, l'indépendance, pour moi, actuellement, je dis, les curés nous gardaient beaucoup plus en dehors de ces problèmes. Et à l'époque même, ce n'est pas tellement c'était pas notre préoccupation. À l'époque, nous on était en dehors de ces préoccupations. Mais aujourd'hui, je dis, les problèmes, c'est entre nous. Et c'est des dissensions entre nous qui faisaient que, en fait, il y a tel problème, telle difficulté qui naissait, tel autre qui naissait. Et ça, c'est entre nous que les problèmes se posaient. Et ces problèmes qui se posaient entre nous, ce n'est pas sans que ceux qui tiraient la ficelle, c'était les colons. C'est ce que eux ils voulaient. S'ils voulaient quelque chose, c'est en fait ça qu'ils soutenaient et ils nous laissaient gérer les difficultés entre nous. C'est comme ça que je voyais. Donc, vous mettez ces instabilités que nous avons connues plus sur le dos du colon que sur la classe politique de l'époque. C'est-à-dire, les problèmes étaient vécus par nous, par nos populations. Mais en réalité, les solutions qu'on devait y apporter, c'est beaucoup plus le colon qui essayait donc de diriger les choses vers les solutions qu'eux ils voulaient. Les problèmes se posent entre, par exemple, les Béninois. Mais les Béninois étaient plus ou moins téléguidés. C'était eux plus ou moins en accord ou en désaccord avec le colon qui en dernier ressort tirait la ficelle, tirait le marron du feu en quelque sorte. D'accord, si on était téléguidé,
pourquoi à un moment donné, on n'a pas pris conscience alors de la chose, on n'a pas pris la mesure de la chose pour très vite nous retrouver. Hein? Si on prend conscience, c'est que le problème est presque réglé. Et c'est le fait de ne pas prendre conscience qui fait justement que on a traîné ça jusqu'à maintenant. Et la prise de conscience, je me demande si même maintenant, on a déjà pris conscience et on en tient compte. Alors, on a connu ces coups d'État. In fine, c'est l'armée qui a fini par prendre le pouvoir en 1972. Pourquoi on faisait appel régulièrement à votre lecture à l'armée pour régler peut-être des problèmes politiques? L'armée dit qu'on lui a toujours fait appel. Et moi, j'ai commencé à prendre conscience de la chose à partir du moment où j'ai eu à assumer des responsabilités syndicales. Et c'est à partir de là que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que... quel rôle nous jouons dans tout ça? Et c'est là que je dis, les syndicalistes, par exemple, que j'ai eu à pratiquer, ont pu nous laisser entendre que chaque fois, on les utilisait aussi pour, disons, déclencher des grèves le moment venu. Et eux-mêmes, ils étaient contents d'être ceux qui, au dernier moment, étaient ceux qui étaient utilisés pour que les changements interviennent. Et après, ça continue, puisqu'un jour, il est même arrivé que l'un des responsables syndicaux de l'ancienne politique là, avec qui j'ai participé, on dit, on ne peut pas faire de coup d'État dans ce pays, on ne peut pas faire des changements sans qu'on les ait contactés en sourdine. Donc on les utilisait aussi pour faire les règlements de compte. C'est ce que je dis. Et ces règlements de compte, est-ce que c'était dans notre intérêt? Je pense que non. Après cette succession de coups d'État, nous avons connu la période révolutionnaire à partir de 1972. À partir de 1972, là, vous êtes pleinement dedans. Là, j'étais même acteur, puisque à un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience, papa me dit qu'il y a ma responsabilité. Ma responsabilité en tant que syndicaliste moi-même et ma responsabilité en tant que premier responsable des syndicalistes à un moment donné. D'où j'ai commencé à dire, attention, il faut que moi, je ne me laisse pas utiliser n'importe comment. Il faut que je puisse aussi donner mon point de vue. Donc là, disons la révolution ou le coup d'État du 26 octobre 1972 a amené des gens à trouver que le fait de dire « vive la révolution » était quelque chose qui dit donc que des choses vont changer, les choses ne seront plus comme par le passé. Et c'est là que je sais que tous ceux qui avaient quelque peu une prise de conscience que la domination, ce qu'on a appelé la domination étrangère, était, disons, à l'origine de tout ce qui nous arrivait, tous ceux qui en avaient conscience, j'ai suivi avec eux, en tant que syndicaliste, j'ai suivi avec eux, disons, la réflexion pour voir comment on peut faire autrement que par le passé. C'est là, par exemple, qu'on a parlé de vivre la révolution. On dit, bon, vive la révolution, mais comment ça va se passer?
c'est le président, c'était le commandant Kérékou qui avait fait cette proclamation. Nous avons su par la suite que c'était à la suite donc de beaucoup d'autres problèmes entre eux, entre les militaires, et entre les militaires et le pouvoir. C'est beaucoup plus à la suite donc de ces autres problèmes que eux, ils ont dit vive la révolution, et certains ont dit on va s'en saisir, on va en profiter pour les amener à faire changer effectivement les choses. Et pour faire changer les choses, il fallait donc réfléchir par nous-mêmes pour dire aussi aux militaires comment ceux qui ont commencé à prendre conscience, comment ils veulent que les choses changent. Et c'est ça qu'on a appelé, par exemple, la mise en place de la commission nationale spéciale des travailleurs et des organisations de jeunes et de femmes. Donc, ceux-là qui ont travaillé et qui ont dit qu'ils ne se mettent pas à la solde de ceux qui pensaient seulement pour eux-mêmes et qui ne pensaient pas pour le bien-être de tous, que ceux-là, ils ne pouvaient pas travailler en même temps avec ceux qui étaient donc dans cette ancienne pratique qui se faisait. Et là, j'ai participé, j'ai suivi. Oui, j'ai suivi, par exemple, les travaux de la Commission nationale spéciale des organisations de travailleurs, de jeunes et de femmes. J'ai suivi ces travaux qui ont mis en place, qui ont écrit une proposition de discours-programme. Une proposition donc de politique qu'on a appelée politique nouvelle d'indépendance nationale. Et c'est là que cette politique-là qui commençait par dire que tous nos problèmes nous venaient donc de la domination étrangère. Donc il y avait le projet de politique nouvelle d'indépendance nationale que nous avons, qui a commencé par mettre en avant que c'est la domination étrangère qui était à l'origine de tous nos problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est le 30 novembre 1972 qui a eu ce qu'on a appelé la proclamation de la politique nouvelle d'indépendance nationale, parce que Kérékou, en adoptant finalement, en proclamant ce discours du 30 novembre-là, a commencé par dire a commencé par les premières phrases donc du discours de politique nationale, politique nouvelle d'indépendance nationale, en disant que la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Alors dès que ça a été dit, bon, c'est comme si c'est le programme, la politique nouvelle d'indépendance nationale qui est le discours, programme préparé par les organisations. C'est comme si c'est ça que Kérékou a adopté. Est-ce que c'est pas aussi un peu tout comme si c'est à l'instant, ce 30 novembre 72, qu'on prend conscience qu'on veut être indépendant? Vous savez, ce programme, c'est le comptant sur nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire, justement, c'est là que je parle de prise de conscience. La prise de conscience a commencé par s'organiser
au niveau donc de ceux-là qui dénonçaient un peu, qui s'organisaient pour lutter contre cette domination étrangère. C'est ceux-là qui ont commencé à considérer que c'est maintenant que la prise de conscience commence. Donc de 60 à 72 pratiquement, on ne maîtrisait peut-être pas encore bien la valeur de ce que nous avons eu comme indépendance, M. Adalin. Ou du moins, ce qu'on faisait n'était pas conséquent, n'était pas à prendre en compte le fait que nous devions nous tourner beaucoup plus contre cette domination étrangère pour nous construire. C'est ça la prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est comme si c'est à partir du discours de politique nationale, discours de construction nationale, comme on l'a appelé. C'est comme si c'est à partir de ce discours de construction nationale, de cette politique de discours programme de construction nationale, c'est comme si c'est à partir de là qu'on a dit, il faut maintenant faire en sorte que ce ne soit pas la domination étrangère qui est arrière le Dahomey ou le Bénin. D'accord. Donc à partir de 72 que l'élan attendu après la proclamation d'indépendance est venu embraser peut-être à travers ce discours programme. C'est-à-dire la prise en compte que, en fait, on dit que nous sommes indépendants, mais en réalité, on fait tout pour que nous ne fassions rien pour nous-mêmes, que nous fassions tout pour toujours le colon. Alors, ce discours programme a été peut-être un déclencheur. Ça a fait le kick pour appeler tous les Béninois à travailler pour la réelle indépendance. Quels sont les acquis? Disons que c'est les dispositions qu'il fallait prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement mettre en œuvre une politique nouvelle d'indépendance nationale. C'est les dispositions qu'il fallait prendre qui ont commencé par faire le problème et qui ont commencé par opposer certains travailleurs ou certaines parties des travailleurs à d'autres qui disaient il s'agit donc seulement de s'aligner derrière ce que veulent les militaires pour en profiter et non faire en sorte que la nouvelle conscience qu'on a prise là prenne le devant dans les actions à mettre en œuvre. Ainsi, tout ce qui est allé dans le sens de la défense des intérêts des populations, tout ça a été à saluer comme ce qui était bien. Mais tout ce qui était fait pour que justement la gestion donc de ces biens, parce qu'il y a justement ce qu'on prend au colon en quelque sorte, la manière donc de le dessaisir de certains intérêts, la manière de gérer ça a commencé par opposer et les travailleurs et le pouvoir. Donc ça a fait que la gestion même du pouvoir par les militaires, appuyés par certaines franges, n'est-ce pas, appuyés plus ou moins, comment j'allais dire sérieusement, par certains, ou alors la marge de manœuvre qu'il fallait avoir pour pouvoir être sûr qu'on ne nous mène pas en bateau, ça a opposé les travailleurs, enfin certaines formes de travailleurs et d'autres. D'autres qui disaient, en tout cas si les militaires disent de faire quelque chose, il suffit seulement de le faire. Et ces choses-là ont commencé effectivement avec ce qu'on a appelé la proclamation du marxisme-léninisme. C'est ça. Donc c'est un peu ça qui fait que quand on a, disons, nationalisé beaucoup de secteurs, disons, de la vie nationale, qui pouvaient faire que les biens du pays
pouvait profiter à la nation, la manière dont on a commencé à gérer ces biens et la manière dont ceux qui ont voulu avoir un peu un œil critique sur ça pour dire ah non, on ne peut pas nous faire n'importe quoi. Ceux-là ont commencé à avoir des problèmes. Quel genre de problème? Ben, les problèmes, on vous traitait d'anti-révolutionnaires. Ainsi, moi, je fais partie des gens qu'on a traités d'anti-révolutionnaires. Des gens par rapport à qui on a dit tant qu'on ne m'enlève pas donc de certains postes, la révolution ne pourra pas marcher. Pour être plus concret, nous avons fait, c'est-à-dire ça, je reviens un peu sur l'histoire syndicale là, quoi. Nous avons fait en 1974 le congrès qui a dit que nous allons mettre toutes les centrales syndicales, tous les syndicats autonomes, tous, on va faire un congrès pour créer une centrale syndicale unique. Et cette centrale syndicale unique sera le porte-parole des travailleurs qui ont pris conscience qu'il fallait que les biens du pays là ne soient pas mal gérés, ne soient pas utilisés de manière à vraiment remettre en cause, disons, la bonne gestion de ces gens. Alors, ainsi on a dit, pour bien le faire, il faut que ceux qui sont les responsables syndicaux ne se fassent pas facilement acheter en disant on leur a confié des postes et autres. Bon. Et pour qu'ils ne puissent pas se faire acheter n'importe comment, on dit ils ne doivent pas être à des postes de responsabilité à un certain niveau. Et là, on disait surtout qu'il fallait que ce soit nous-mêmes les travailleurs, parce que j'ai dit, je n'ai pas été au bout de mon développement là. Le congrès constitutif de la centrale syndicale unique a fait de moi le premier responsable des travaux de tous les travailleurs. Et cette responsabilité m'a été confiée pour être sûr qu'on peut confier les responsabilités à quelqu'un qui, au premier détour, va voir ses intérêts et laisser donc les intérêts des travailleurs et du peuple. Donc moi, je tenais à garder cette ligne pour dire, là, c'est les intérêts des travailleurs. Et pour être sûr donc de pouvoir défendre les intérêts des travailleurs, il ne faut pas que ce soit les militaires ou ceux qui se sont accoquinés à eux plus intimement, que ce soit eux, surtout en créant le PRPB, que ce soit eux qui disent ce qui est bon, c'est ce que le parti a dit être bon, que nous aussi nous allons déclarer comme étant bon. Mais expliquez, à votre compréhension à vous, Monsieur Adalin, hein, comment pour un pays qui a quitté si loin, c'est-à-dire les indépendances justes, qui a connu ces instabilités, coups d'État, etc., qui a eu un programme qui relance un peu le pays sur les rails, s'en retrouve encore dans une gabegie. Comment l'expliquez-vous? Ce sont les hommes qui n'ont pas compris la portée du message de ce programme, la portée de l'indépendance, l'urgence de travailler à être indépendant. Non, c'est-à-dire que je vais essayer d'illustrer ça un peu. On dit, surtout lorsque le
PRPB a été créé, on dit le PRPB dit que il représente les intérêts des travailleurs. Il représente les intérêts du peuple. Et il ne veut pas laisser les représentants du peuple apprécier pour juger en fait ce qu'ils sont, ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt ou pas. Ils ne veulent pas nous laisser être à l'extérieur pour en juger. Donc, il ne faut pas que nous ayons une certaine autonomie pour apprécier. Donc, c'était ça le problème. Donc, on a dit l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey, qui a été créée en 1974, il faut que ça devienne une organisation de masse de l'UNS, du PRPB. Alors, si l'UNSTD n'est qu'une organisation de masse du PRPB, ça veut dire que le PRPB décide et l'UNSTD n'a qu'à suivre. Nous, on a dit non. Il faut que nous puissions être en dehors du PRPB, en dehors de l'organisation de masse du PRPB, pour pouvoir voir de nous-mêmes, pour savoir si ce qu'on fait là est dans l'intérêt des travailleurs ou pas. Donc, apprécier la politique, les actions du PRPB, non pas de l'intérieur, mais en tant qu'organisation autonome, qui puisse dire ce que vous avez fait là, ah, telle chose c'est bon, telle chose, mais telle chose n'est pas bonne, le dire sans passer par le circuit du PRPB, c'est ça que le PRPB n'a pas accepté. Or, nous, on a dit, tant que c'est ce que, par exemple, le PRPB dit, tant que ce que le PRPB dit, que nous sommes obligés de répéter, nous sommes obligés d'appliquer, de faire appliquer, tant que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir dire, ah, attention, telle chose là, on ne peut pas faire comme ça, tant que nous ne pouvons pas dire ça, nous ne sommes pas sûrs que les choses se feront comme on aurait voulu. Alors, pour certains observateurs de la vie politique du Bénin, la période révolutionnaire a offert au Bénin une stabilité relative. Qu'est-ce qui a marqué cette stabilité? Ce qui a marqué la stabilité, c'est que, en fait, le pouvoir du PRPB a été bien organisé avec ceux qui, la frange des gens qui ont pris conscience des anciens des organisations là. Ça a été bien. Et on disait, il faut aller interroger la masse. Et les gens étaient représentés, c'est-à-dire, on dit, les femmes doivent être représentées, les jeunes doivent être représentés et autres. Et ça se faisait. Et chaque fois, la différence, c'est qu'on disait que tout ce que le peuple va finalement décider, ce que le peuple va proposer, le peuple ne fera que proposer au comité central du PRPB. Et c'est le comité central qui choisit. Nous, on trouvait que le fait de faire le filtrage là par le comité central, c'est de trop. Et si le peuple choisit quelque chose, on n'a qu'à mettre ça en œuvre. Donc finalement, il s'est fait que la mauvaise gestion du patrimoine national
la mauvaise gestion par le PRPB. C'est ça qui a fait que, justement, ben, tout était foutu et on ne pouvait même plus payer les travailleurs. Sinon, on était bien parti. On était bien parti si on avait bien géré tous les biens, tous les secteurs vitaux de la nation qui avaient été, disons, nationalisés. Si ça n'avait pas été mal géré, on ne serait pas obligé de retourner à faire un programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale et le Fonds. Et pour vous, cet échec est-il économique ou plutôt les conséquences d'un échec politique ou de gouvernance? Nous, on estime que c'est les conséquences d'un échec politique de gouvernance. La bonne preuve, c'est que personnellement, il y a deux éléments qui ont fait que personnellement j'ai considéré que le PRPB peut faire tout sauf le bonheur du peuple. Si on dit, c'est-à-dire la dictature, ce qu'on a appelé la dictature du prolétariat, qui n'est rien d'autre que la dictature du seul chef. Que ça là, ça fait que le modèle qu'on voulait que le Bénin suive, c'est le modèle guinéen de Sékou Touré. Modèle guinéen de Sékou Touré où, en réalité, bon, disons pour un rien ou pour un non, c'était le carnage. Nous, on a commencé par dire, ça, c'est grave. En tout cas, moi, c'est grave. Deuxième chose, il y a ceux qui ont suivi, on a dit, qu'il y a un modèle qui devait être aussi suivi, on dit le Kampuchea démocratique. C'est la gouvernance politique. Hein. Ça veut dire, c'est la dictature, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui disent au nom du peuple et autres là. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et conséquence, bon, ben, tout commence à se fermer contre nous. Et là, le PRPD a été obligé, parce que toutes les portes se sont fermées, et on est resté, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance là, a eu comme conséquence que le PRPB n'était plus en mesure de payer les salaires pendant plusieurs mois. Et ça, je dis, moi j'étais déjà mis, c'est-à-dire avec la mort d'Aïté, moi j'ai eu déjà mes déboires, etc. Bref, ceux qui ont commencé on appelle le syndicat de l'enseignement supérieur qui a commencé par faire un séminaire et autres pour décider que même si on payait tous les salaires, si le PRPB ne quittait pas le pouvoir, les travailleurs n'allaient pas reprendre le travail. Mais nous avons plus un problème économique. Ben justement, un problème économique qui découle de choses-là, de la conception que l'on veut, de la dictature, la forme de dictature qu'on nous imposait. C'est ça qui a amené les travailleurs finalement à dire, parce que c'est finalement les travailleurs, et je dis c'est le syndicat de l'enseignement supérieur qui a pris le devant pour aller jusqu'à dire que les exigences des travailleurs sont telles que même si on trouvait de l'argent pour payer tous les salaires, si on ne change pas la gouvernance du PRPB, les travailleurs n'allaient pas reprendre le pouvoir. Tout était-il aussi mauvais au sein du PRPB, M. Adalay? On a eu un problème, on a connu la révolution. Tout le monde s'accorde à dire une certaine stabilité. Vous avez dénoncé une gabégie, mauvaise gestion, etc.,
qui nous a conduit à la banqueroute. C'est ça. On a conduit la conférence nationale pour quand même régler un problème économique. Mais là, ça s'est très vite transformé au procès du PRPB. Justement, c'est ce que je dis. Ce n'est pas, je dis, il faut voir la conclusion, le séminaire du SNES, du Syndicat national de l'enseignement supérieur, là. Le séminaire de cette centrale a été jusqu'à dire que tant qu'on ne changera même pas la gouvernance du PRPB, eux, ils ne reprendront même pas le travail. C'est-à-dire la conséquence, la banqueroute donc, de la gabégie, là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, on garde le PRPB et on corrige, on injecte de l'argent et ça va marcher. C'est là que le syndicat de l'enseignement supérieur et le séminaire qui a été fait, au collège au Pierre, à côté ici, ça a été fait. Le séminaire qui a été fait dit, tant qu'on ne changera pas, même tant qu'on n'enlèverait pas cette gouvernance du PRPB, le travail ne reprendra pas. Pourtant, Oui. c'est cette gouvernance-là qui a offert cette stabilité. Oui, ça a offert cette stabilité parce que personne n'était libre de dire autre chose que ce que le PRPB veut. C'était si mauvais? Comment? Quand je dis le pouvoir guinéen, il faut te représenter ce que c'était le pouvoir guinéen. Il faut te représenter aussi ce qu'on a appelé le Kampuchea démocratique. Ça, c'est-à-dire, c'est la dictature aveugle. Et c'est ceux qui trouvent que c'est mal fait qui sont mauvais. Et si quelqu'un est traité de mauvais là, ça, il faut le aiguiller, c'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de discussion. C'est ça. Et on dit, tant que ça là va continuer, on ne peut pas. D'où la conférence nationale qui a été convoquée. Le PRPB lui-même a déjà été conscient que cette conférence nationale-là, elle ne peut pas, c'est-à-dire que, enfin, le Dossou Robert qui a préparé la conférence, c'est lui qui a présidé la préparation. Toutes les idées qui ont été émises vont déjà dans le sens que si le PRPB ne part pas, alors la paix ne reviendra pas dans le pays. C'est ça en fait au départ. Et c'est là que la conférence nationale a été, non pas pour régler uniquement un problème économique comme Kérékou le voulait. Il suffit qu'on lui donne un peu d'argent et il paye les salaires et tout reprend. On dit, il n'en sera pas question. Et c'est là que la conférence nationale s'est proclamée souveraine et a dit que ces décisions seront immédiatement applicables. D'accord. On va faire un petit point d'étape, M. Adalin. Oui. On note un mauvais départ après la proclamation de l'indépendance. Oui. On en est venu à la révolution qui a offert une certaine stabilité que d'autres appellent stabilité relative, mais qui a très vite viré, selon vos explications, à une gabégie, ce qui a conduit à la conférence nationale, qui a viré, on va dire, le PRPB, malgré cette stabilité. Alors, si vous devez apprécier cette jeune indépendance de 60 à 72, à 90, que diriez-vous? Je dirais que si l'indépendance, c'est pour permettre une dictature surtout, qui peut se permettre de faire, n'est-ce pas, le modèle du Kampuchea démocratique, le modèle de la Guinée, où en réalité, c'est une dictature aveugle. C'est mieux qu'on réoriente les choses. C'est ce que la conférence nationale a tenté.
Et nous en sommes au renouveau démocratique. Alors, cette nouvelle a apporté quoi au Béninois concrètement, Monsieur Adam? Très bien. Le renouveau démocratique, disons que c'est une expérience qui malheureusement ne nous a pas fait avancer. Le centralisme a été un problème, vous l'avez dénoncé. Le pluralisme aussi n'a pas fait avancer. La manière dont ça a été fait. La faute à qui donc? Aux acteurs politiques? Ben, c'est les affaires politiques qui ont fait que les affaires économiques n'ont pas prospéré. Et de la même façon, si on ne trouve pas une solution politique, c'est-à-dire si les solutions politiques ne nous permettent pas de bien gérer, là, ce sera encore la catastrophe. Qu'est-ce qui a fonctionné concrètement sur ces premières années de l'ère du renouveau démocratique à votre lecture? Disons que avec le renouveau démocratique, il y a eu d'abord la période de transition pour mettre en place, n'est-ce pas, tout ce que nous devions faire et autres. Et il fallait faire en sorte que nous puissions mettre, disons, les intérêts du peuple, les intérêts de la nation au-devant des préoccupations politiques. Et il fallait surtout pas déboucher sur encore une autre dictature. N'est-ce pas? C'est un peu comme ça que je dis les choses. Quand on a dit le pluralisme politique, on a dit c'est le pluralisme politique. Et le pluralisme, bon, les gens créent le parti. Et les partis, tels qu'on les créait, tels que ça se faisait, bon, ben, ça fait que, bon, disons, des gens, il suffit que des gens se coalisent et ils remettent en cause ce qui est en train d'être fait, etc., etc. Moi, je sais, et là, je parlerai un peu de moi-même, pour aller à la conférence nationale, parmi disons, les propositions qui ont été faites avant même qu'on aille à la conférence nationale, je crois qu'il s'agit de quelque chose où moi, c'est là que j'ai quitté le syndicat pour aller à la politique, et c'est la conférence nationale qui m'a, pardon, c'est la préparation de la conférence nationale qui m'a amené à quitter la lutte clandestine pour me faire connaître et pour faire connaître donc les travaux que nous étions en train de faire, qui ont fait que je me suis retrouvé au secrétariat général de la conférence nationale avec Dossou Léopold, qui était celui qui était mon adjoint au SINAES, qui a dirigé la conférence, le séminaire, qui a dit, même si on payait tous les salaires, si le PRPB ne s'en va pas, on ne reprendrait pas. Dossou Léopold est devenu vice-président de la conférence du présidium, et moi j'étais resté secrétaire général. Et nous avons travaillé pour donc lancer ça. Donc ce que je voulais dire, moi, déjà en ce moment, je disais, si on ne trouvait pas un moyen donc de mettre en place quelque chose qui respecte une certaine moralité dans la vie politique, si une certaine moralité n'était pas respectée, nous allons encore tomber dans le travers contraire. Et c'est là que je veux insister sur quelque chose. Moi, avec le groupe qui m'a amené à faire créer un parti, à faire un parti, nous avons dit,
ce n'est pas notre parti qui, à lui seul, veut prendre le pouvoir. C'est lui qui connaît tout et autres. Tous ceux qui peuvent faire en sorte que nous ne fassions plus la dictature du prolétariat. Ça, il faut dire ça. Parce que c'est ça qui a débouché sur le modèle de du PRPB. Là. De la même façon, nous devons faire en sorte que tous ceux qui pouvaient se mettre ensemble pour que ce que nous faisons obéisse à une certaine morale, une certaine moralité. Donc nous on a parlé de la moralisation de la vie politique. Si on dit tout est permis en politique, aucune règle n'existe, là, on peut aussi déboucher sur n'importe quoi. Donc on a parlé de la morale. Nous, on a parlé de la moralisation de la vie politique. Et c'est à la conférence nationale qu'on a dit non, il faut l'élargir pour dire que ce n'est pas la vie politique seulement qu'il faut faire, que c'est la vie publique qu'il faut moraliser. Moraliser, ça signifie que on ne peut pas faire n'importe quoi. Moraliser, on ne peut pas faire n'importe quel complot pour justement faire. Bon, est-ce que actuellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit en politique, tout est permis. Donc ce n'est pas moral. D'où, ce faisant, le non-respect de la moralisation de la vie publique par c'est-à-dire, disons, par le respect des biens publics, par la bonne gestion et autres, parce que tout ça fait partie de la moralisation de la vie publique. Si on peut détourner n'importe comment et autres, là, ce n'est pas moral. Le non-respect de ça, le fait qu'on se mette le plus possible ensemble pour que ce ne soit pas l'homme de cela d'un village, il va créer son parti, l'homme de cela, il va créer. Non, si on n'a pas un certain cadrage moral et moralisateur, si on peut justement faire n'importe quel complot, par exemple, pour aller faire tuer quelqu'un, pour aller condamner à mort, etc. Si on peut faire, si on fait n'importe quoi, on ne fera pas. Revenons à l'ère du président Soglo, qui a été le premier du renouveau démocratique, avec beaucoup d'ambition, justement pour voilà, concrétiser quand même les ambitions de l'indépendance, qui jusque-là n'ont pas encore été, en tout cas les promesses n'ont pas encore été tenues. Quelles ont été les raisons? Parce que pour certaines personnes, ce mandat a été également un échec. En tout cas, moi je vous demande, quelles ont été les raisons de cet échec malgré les grandes ambitions que l'homme nourrissait pour son pays? Ça, c'est une question que moi je vis de l'intérieur et qui m'a amené à dire que je renonce à la vie politique. Actuellement, où je parle là, autant je fais quelque chose pour dire, on va... C'est comme une action syndicale au profit des anciens parlementaires, au profit de tous ceux qui ont occupé des responsabilités. C'est un peu ce genre de choses que je fais, tout en disant, j'évite maintenant de me prononcer parce que le régime de Soglo a échoué parce que il y a une certaine personnalisation du pouvoir politique. Il en a été lui-même victime. C'est-à-dire, on l'a amené, Soglo, à être, disons, si je dis que l'échec de Soglo est dû à son épouse qui a écarté de lui et qui l'a amené à dire
que si on veut le soutenir, il faut que tout le monde vienne à la rivière, etc., etc. Si ça n'avait pas été le cas, Soglo n'aurait pas échoué. Et Soglo, c'est-à-dire que ça a donné l'occasion à certains, de se retourner vers Kérékou pour lui dire de revenir au pouvoir. Et quand Kérékou est revenu au pouvoir, Kérékou ne considère que, c'est-à-dire c'est le Kérékou qui ne voit pas, c'est-à-dire il voit comment il exerçait, comment il était tout puissant, grand camarade de lutte et autres. Mais lui, c'est comme si une certaine moralité a commencé par le travailler. Et il ne faisait pas n'importe quoi. L'échec de Soglo, moi, je suis fort et pour toujours dire que c'est dû à la création de la RB. Justement, sous Soglo, vous avez été ministre de la fonction publique. Mais comment l'ambiance était à l'interne? Ah, justement. Alors, je dis c'est... Donc, son échec est le vôtre également, alors? Et le mien, où je vais vous raconter Rapidement, parce que là... une petite histoire. Pour Soglo, on a dit, Soglo va au deuxième tour. Soglo va au deuxième tour et on lui dit, écoute, c'est-à-dire les choses se passent où le candidat qui était, enfin celui qui pouvait venir au deuxième tour avec toi, c'était pas, le premier tour n'était pas fini. On dit celui-ci au deuxième tour, si c'était Kérékou qui arrivait, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai été chassé, du ministère de la fonction publique, si on regarde ce qui s'est passé en ce moment, tous ceux qui étaient les vrais défenseurs de Soglo, la RB les a chassés. Et tous ceux qui pouvaient venir pour un peu profiter du pouvoir de Soglo, ils se sont rassemblés et ils ont eu une majorité à un moment donné. Mais bref, là, ce qui s'est passé, c'est quand, je dis, retenez cette formule, la biche ne peut pas se fâcher avec la rivière. Comment? Ce n'était pas pour l'intérêt, disons, de notre intérêt à nous que nous soutenions le Oui, justement, quand vous le caricaturez ainsi, apparemment on a mis les progrès de côté et on a commencé par gérer les égos personnels. Mais bien sûr. C'est-à-dire finalement ce qu'on te dit de faire, ce qu'il faut faire. Tu es plutôt à faire, non pas dans le sens de ceux qui doivent t'aider à réussir. Leurs exigences font peut-être que on dit ah non, si tu ne viens pas dans la RB, alors c'est que tu ne soutiens pas Soglo. Moi, je lui ai dit, je voulais finir là. Alors, on allait aux élections là. On n'était pas au deuxième tour, on était au premier tour. Et on dit, ce qui risque de se passer, c'est que Soglo était candidat, Kérékou était candidat. On dit, s'il se faisait que Soglo, et ceux qui arrivent au deuxième tour, c'est Soglo et Kérékou. On est venu m'interviewer dans cette maison, ici, pour dire qu'est-ce que je vais faire. Alors, j'ai dit, je appartiens à un parti qui est l'UNSTD, qui est l'UDFP. Mon parti
appartient à une alliance qui est l'ADEMA. L'alliance en ce moment-là, c'était l'ADEMA. Moi, je vais décider, je vais voter pour, au second tour, si les deux arrivaient, si je devais choisir entre Kérékou et Soglo, je vais choisir ce que l'UDFP va décider. Et l'UDFP va choisir ce que l'ADEMA va décider. C'est-à-dire, en tant que UDFP, j'irai militer dans l'ADEMA pour proposer celui que moi je crois qu'il serait bon qu'on choisisse. Donc je n'ai pas dit c'est Soglo, je n'ai pas dit c'est cela. Et finalement, donc, c'est celui que mon alliance va choisir, c'est pour lui que je vais. Soglo m'a fait appeler. C'est un incident. Hein. Il vit encore. Il m'a fait appeler pour dire qu'il a appris que j'ai dit que si il y avait choix au deuxième tour entre Kérékou et lui, que je n'ai pas dit les yeux fermés que je vais voter pour lui, que j'ai dit ce que je viens de dire. Alors je lui ai dit, président, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour être chassé de mon poste de ministre, pour avoir, disons, mes déboires? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai dit, ne dis pas que tout le monde doit venir dans la RB si on veut te soutenir. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai fait de mal. Tu verras, même le parti que tu vas créer, pour lequel tu vas gérer les choses à ta place maintenant, même ce parti ne te sera pas soumis jusqu'à la fin du règne. Et je connais des gens qui ont connu le même déboire. Alors, il a dit comment? Qu'est-ce que je veux dire là? J'ai dit oui. Que Soglo, je lui ai dit, ne dis pas. Tu as dit, et c'est toi là que tu as choisi, tu as employé la formule. La biche ne se fâche pas avec la rivière. Moi, je ne suis pas venu à la rivière. Bon, et puis, si c'est la biche, si la rivière t'arrive, la biche ne va pas s'en aller. On va chercher ailleurs. Allez, cette époque de transition, en ces 5 ans, pas d'évolution non plus. Kérékou est venu, a fait ses 10 ans, on saute cette étape. On a vu Yahi Boni prendre le pouvoir en 2006. Alors, Yahi Boni est arrivé avec également un bon diagnostic pour faire développer le Bénin, mais très vite, ça s'est essoufflé. Vous, comment analysez-vous la gestion de l'ancien président Boni Yahi? J'ai été à soutenir Yahi Boni au deuxième tour. Du premier mandat. Mais en disant à ceux avec qui j'ai travaillé pour disons, à la veille de ce deuxième mandat-là, j'ai dit avec ceux-là que nous ne pourrons soutenir que quelqu'un. Parce qu'à l'époque, les gens ont fait courir le bruit que Kérékou voulait réviser la Constitution. Et c'est là que touche pas à ma Constitution est arrivé. Et on dit, de toute façon, nous ne pouvons jamais aller avec quelqu'un qui va toucher la Constitution au profit de Kérékou. Il n'était pas d'accord. Et que nous ne pouvions donc que soutenir
fait le groupe qui faisait touche-moi à ma constitution. N'est-ce pas? Quand on a fini, comment on appelle l'état-major de Yahi Boni est venu ici dans cette maison où nous sommes pour finalement dire, bon ben, écoutez, pour ce que nous avons fait, tout tel que les choses sont passées, on considère que j'ai œuvré même dans l'alliance où j'étais, que j'ai soutenu pour le premier tour. On considère que j'ai dit qu'on ne doit soutenir que quelqu'un qui doit faire, qui ne touchera pas à la Constitution. Et c'est comme ça qu'ils sont venus ici. Alors, il a fallu les négociations. Les négociations ont échoué en quelque sorte. Okay. Avec le groupe. Et finalement, je suis resté à l'écart. Mais, tout en disant tout ce qui pouvait être un peu dans le sens de la lutte contre la corruption, ça, nous soutenons. Et là, je me rappelle que nous avons sorti des papiers en ce moment pour dire Yahi Boni qui a dit qu'il fait la marche contre la corruption. Nous trouvons qu'il est dans le bon chemin. Et là, c'est à partir de ce moment peut-être que vous voyez se dessiner les espoirs des indépendances. Bien, en tout cas, c'est dit, puisque ça va dans le sens de la moralisation, la lutte contre la corruption là. Mais le jour où Yahi Boni lui-même a commencé par dire, si lui fait une faute, il dit que c'est ses collaborateurs. Lui-même, il ne fait pas de faute. C'est ses collaborateurs. Et on change. On change le collaborateur. Finalement, j'ai dit, c'est les ONG qui étaient plus défenseurs du pouvoir de Yahi Boni que les politiques. Yahi Boni lui-même, tout ce qu'il devait faire pour lutter conséquemment contre la corruption, il n'en a rien fait. Et c'est ça qui fait que, bon, il a fini par des trucs de complot ici, on raconte des trucs comme par là. Oui. Au deux pouvoirs de Yahi Boni, ça nous a fait quand même 26 ans oui. de démocratie. Si ma mémoire est bonne, de 90 à 2016, ça fait 26 ans. 26 années de démocratie qui étaient censées en tout cas concrétiser nos espoirs et faire évoluer, développer notre pays. Si là, on fait encore un autre point d'étape, est-ce que, M. Adalin, les espoirs ont été concrétisés pendant 90 à 2016? Je dis la preuve, c'est l'échec d'abord de Soglo, pour avoir dit, n'est-ce pas, il faut que tout le monde vienne à la rivière. C'est moi, c'est pas pour la rivière. L'échec de ceux-là, de Yahi Boni, c'est pour avoir dit, il lutte contre la corruption, il met les gens, il met tout le monde, les gens font des détournements, ils font tout et tout, et il ne punit jamais personne. Ou alors pour punir, il renvoie le type sans punition, et il prend d'autres. Celui qu'on renvoie quitte son pouvoir. Bref, c'est la mauvaise gouvernance là qui a fait aussi que Yahi a échoué. Et quand il a échoué, Talon est arrivé. Bien, nous sommes à l'ère Talon. Et pour certains observateurs, le président actuel est venu mettre le pays sur les rails. Partagez-vous cette analyse? Bon, la première chose que je n'ai pas... C'est-à-dire que Talon était suspect pour moi, avant même d'arriver. Et quand il a été, finalement, au deuxième tour, contre le truc de tout le monde, de Yahi Boni, tout le monde là, contre Zinsou, je me suis rappelé. Et Zinsou lui-même, Zinsou qui vient maintenant là, Zinsou même dit que c'est Talon qui est venu le recruter, qui a venu le proposer
pour devenir un ministre de Talon, De Yahi. de Yahi. Parce que c'est Talon qui est venu le recruter. Donc, Talon connaît tout ce qui est fait sous Yahi, là. Talon connaît tout ça. Donc, Talon, lui, vient. Quand il vient, pour moi, il était suspect. Parce que comment il peut faire mieux que... Ce qu'il avait déjà fait avec Boni. Et mon premier choc avec Talon, c'est quand il a dit, il va faire mandat, on va faire révolution, c'est-à-dire mandat, on va faire une révision de la Constitution pour un mandat unique. Mandat unique, tout le monde, 7 ans, tout le monde, j'ai dit, ça aussi, c'est une mauvaise chose. Si lui veut faire 7 ans, pardon, un mandat unique, il n'a qu'à faire un mandat unique et s'en aller. Mais il ne peut pas dire que tout le monde est obligé de faire un mandat unique. Et je l'ai compris. Je l'ai compris, lui, il dit, il ne faut pas avoir peur de déplaire à tout le monde. Talon là. Il ne faut pas que, craignant qu'on ne soit pas reconduit, on est obligé de se préparer. Donc pour cela, il faut être prêt à faire les choses, tout ce qu'on juge nécessaire, il faut être prêt à faire. C'est là que j'ai demandé ton frère. Ton neveu, je crois que c'était l'homme qui a compris, l'homme que Talon a recruté pour dire, par exemple ici, moi, il y a là où va jusqu'où va mon terrain, etc., etc. On dit, et ton neveu, il peut dire avec toi, d'accord, tout et tout, et le lendemain, il amène les catapillars là pour venir casser la devanture de tout le monde, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de mal faire, ou du moins de déplaire. Parce qu'il faut appliquer tout ce qui doit être appliqué. Si on dit qu'il faut faire impôt quelque part, il faut exiger l'impôt. Donc quand on fait ça, on ne peut pas être sûr qu'on sera reconduit à un deuxième mandat. Donc, en un mandat, il faut qu'on casse tout ce qu'on doit casser et on fait ce qu'on doit faire et après on s'en va. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'il a commencé à faire et espérer que l'on va gagner à cela. Donc c'est ça, sa logique. Maintenant, il fait faire la révision de la Constitution et autres. On a dit, jamais, il n'est pas question donc de mandat unique. Bon, quand on a dit, il n'est pas question de mandat unique, moi je l'ai compris. Ça veut dire donc, lui, il est prêt aussi à faire le nouveau texte qu'on a pris, il va s'y conformer. Il s'y conforme et il se présente pour un deuxième mandat. Un deuxième mandat qui est apparu comme le fait que, en fait, s'il devait faire une élection normale et autres, personne n'aurait jamais voté pour lui. Tous ceux qui ont été victimes de ceci ou de cela, c'est là où, je crois, il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est comme il n'y avait pas de candidat d'opposition. Bref, maintenant là, il a eu le problème qu'il devait ajouter 45 jours à son mandat et autres. Et c'est là que mon ami, le professeur
Aïgo. Je ne le connaissais pas, le professeur Aïgo, j'ai entendu parler de lui, il est arrivé dans ce pays en politique là, comme directeur de cabinet de Humbedi. C'est par là qu'il a commencé. Puis il a cessé, il a quitté Humbedi et il a commencé par faire ces choses à l'université. Et son problème, c'est de dire, il n'est pas question qu'on dise, il y a 5 ans, c'est 5 ans. On a créé la criette qu'il a condamné à 20 ans de prison. 10. Ah, c'est 10. Bon. Comment elle s'appelle? Rekia. Rekia, bon, c'est grâce à Rekia que Yaïboni touche pas ma constitution et autres. Rekia est devenu par la suite conseiller spécial de Yadema, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait, tout ce qu'on a dit là? Je ne comprends rien. Restons sur le développement du Bénin. On a fait étape par étape. Le centralisme, on n'en a pas voulu, on l'a jeté très tôt à la conférence. Le pluralisme, ça a posé tous les problèmes, vous l'avez dénoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait une réforme sous les talents. Je vais vous demander d'apprécier cela. Vous avez parlé de la moralisation, de la lutte contre la corruption que vous reprochez à Boniaï. On en est là. Est-ce que en réalité, quand on fait un regard en arrière sur tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous portons enfin, nous matérialisons enfin les espoirs de ces indépendances, Monsieur Adalin? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons, ce qui a marché, on peut dire que c'est l'entêtement des talents. Ça a marché. Oui, D'accord. ça a donné les résultats. Ça a donné les résultats que nous avons. Comme on disait, on ne mange pas le pavé, on mange le pavé. On mange, c'est-à-dire que ça laisse quelque chose. Vous avez des routes, je donnais des modèles de routes que le PFV a fait ici, qui, avant même que ça ne finisse, ça a commencé à s'effriter. Bon, ce n'est pas ça. Donc, comment on va faire pour que cela se perpétue et qu'on en vienne à la lutte contre la corruption, qu'on en vienne à la lutte pour, disons, le respect de l'humain. Et que, comme je le disais là, on ne soit pas, que le développement soit quelque chose que nous partageons tous et pour lequel nous travaillons. Si on peut trouver un chemin pour ça, je suis là. D'accord. Alors, nous allons aborder la suite. Aujourd'hui, Talon est en fin de mandat. Beaucoup se projettent. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour ce Bénin? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à votre lecture? Moraliser la vie publique. Il faut moraliser la vie politique. Mais c'est difficile. Et puis, est-ce que tout ce qui peut faire, moi, actuellement, ma satisfaction, c'est que effectivement, Talon s'en aille. Non pas parce qu'il a fait cela. Il s'est mis en tête qu'il faut il a même démontré la loi sur l'embauche, etc. Il a démontré que si tu fais la loi pour protéger le travailleur, s'il n'y a pas le travailleur n'aura pas de travail. Bon, tout ce qu'il a démontré, ça me semble juste. Maintenant, ça veut dire que s'il mourait, il faut bien que des gens... Alors comment on va faire pour que ça puisse continuer? Ça, je ne sais pas. Mais comme je ne crois plus au complot et autres, j'en ai tellement vu disons de douteux. Ça ne... Bon, bref, je ne sais pas. D'accord. De quel Bénin rêve M. Timothée Adalin? Aujourd'hui, nous avons une vision à l'horizon 2060 qu'on appelle le Bénin à la FIA, un monde de splendeur. Vous rêvez de quel Bénin d'ici 2060? On a le moins possible de faux problèmes. Et le pouvoir politique est en lui-même quelque chose qui a quoi en quoi Talon.
Ce n'est pas, c'est-à-dire, on ne peut pas vouloir dire qu'on veut faire le bien. C'est-à-dire, Talon professe. Et en tant que syndicaliste, je devais être contre lui que la loi qui protège le travailleur est contraire au développement. C'est ça finalement. C'est la loi qui protège le travail qui est pour le développement. Et quand il y aura le développement, quand il y aura... Et finalement, je dis, qu'est-ce qu'on met dans le développement? C'est aussi à ce niveau que moi, je mets mon point d'interrogation et j'attends. Nous sommes au terme de nos échanges, Monsieur Adalin. Je vous laisse le temps de conclure. Le temps de conclure, c'est que moi, je me pose le problème, c'est quoi le développement? Talon dit que si ce qu'il met en place, si ça continue, le Bénin aura le développement. Mais est-ce que le développement tel que Talon le rêve, est-ce que c'est le même que tout le monde rêve? Il faut qu'on s'entende sur le développement. Et même là où on dit les pays qui sont développés là-haut, moi, ces pays, quand on dit être développés, pour moi, nous ne sommes pas développés. Parce que si actuellement, nous avons fait le défilé avec des camions, petits camions et autres. Il faut regarder ce que Trump est en train de faire, ce que Scholl est en train de faire. Bon, ces pays sont développés. Moi, je ne sais pas. Enfin, c'est pour cela que je dis, j'en ai peut-être plus longtemps pour vivre, mais je souhaite qu'on s'entende sur le développement et que la politique ne soit pas contraire au développement. Vous maintenez que le défi majeur à relever, c'est la moralisation, c'est ça? La moralisation. La moralisation de la vie politique. Merci beaucoup, Timothée Adalin, pour ces échanges. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous venons au terme de ces échanges avec l'ancien ministre de la fonction publique, sous l'ancien président Nicéphore Soglo, ancien président de la RAC et également ancien parlementaire, aujourd'hui président de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. Merci beaucoup pour ces archives que vous nous laissez, Monsieur Adalin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit.